Salam alaikum, je m'appelle Souad Gursu, je fais partie du projet Sans Voix de la plateforme Les Musulmans. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place un pôle professionnel qui vise à mettre en avant des profils inspirants tant sur leur personnalité que leur parcours professionnel. C'est parti! Najwa, je suis hyper content de t'avoir là à mes côtés sur cette vidéo. J'aime beaucoup ton parcours, ton histoire, c'est beaucoup inspirant. Tu viens de Rouen, hein, tu viens d'arriver à l'instant et tu nous as apporté des jeux. Qu'est-ce que tu nous as rapporté? Des petits produits régionaux, un petit jus de pomme coin du Neuchâtel pour ceux qui connaissent, des petites galettes normandes au beurre. Ouais. Ça a apporté un peu de baume au cœur à toute l'équipe. Est-ce que tu peux te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel a été ton parcours? Je suis très contente d'être ici, d'échanger avec vous, de partager, transmettre si je le peux aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, je suis Najwa Gelzim-Maoui, 38 ans, maman de 3 enfants. Je suis actuellement diététicienne nutritionniste. Je travaille en cabinet libéral, à mon compte, à 50% et à 50% en hôpital, au CHU de Rouen. Donc ça, pour le parcours, par quoi commencer? Donc, je suis arrivée en France en 2000 après un baccalauréat. J'ai débarqué à Caen chez ma tante et j'ai fait un DUG biologie. Sur les 300 personnes qui avaient en amphi, j'étais super bien classée dans les 10 premiers. Donc, conseil de la famille, des profs, faut pas rester à la fac, faut aller en école d'ingénieur, faut pas gâcher. J'avais 18 ans à l'époque, voilà, j'ai écouté, j'ai fait la bonne fille, j'ai écouté mes parents, j'ai écouté mes professeurs et je suis allée en école d'ingénieur à l'école polytechnique de Lille pour rester quand même dans mon domaine. J'ai fait de l'industrie agroalimentaire. Dans le dernier stage de 6 mois, qui en fait quelque part m'a ouvert vraiment les yeux. L'environnement en fait de l'industrie correspondait pas à mes valeurs. Enfin, j'étais dans des entreprises au Grand Moulin de Paris par exemple, pour pas les citer, où on est vraiment sur de l'industriel, des pains industriels, des viennoiseries industrielles. Donc c'est. Si on peut juste s'arrêter un peu sur cette question des valeurs parce que c'est hyper important. T'as déjà quand même pas mal évolué dans ton parcours d'études supérieures et t'arrives dans tes stages, tu vois vraiment ce contraste de valeurs dans les coulisses. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est quoi ce contraste de valeurs? Après, il ne faut pas généraliser. Il y a forcément des entreprises qui sont plus éthiques que d'autres. Mais globalement, l'objectif d'une entreprise, et une entreprise agroalimentaire, elle n'échappe pas à la règle, c'est de faire du profit. Donc, pour faire du profit, en fait, où on prend en compte quand même des considérations éthiques dans la façon dont on va le faire, ou pas. Donc les entreprises agroalimentaires, quand même, c'est de la nourriture, c'est quelque chose que les gens vont manger, qui va avoir des conséquences sur leur santé. Donc c'est des entreprises qui, pour moi, doivent avoir énormément d'éthique, que ça soit au niveau des ingrédients utilisés. Forcément, les entreprises vont faire des choix, vont tirer vers le moins cher. Par exemple, une de mes missions, c'était ils utilisaient, en fait, ils faisaient des petites boules de caramel, ils utilisaient du lait. Et moi, j'avais pour mission, en fait, de trouver une alternative au lait parce que le lait était trop cher. Donc, c'est un bonbon, hein, c'est pas non plus un aliment santé. Mais quand même, l'idée, c'était de trouver des ingrédients, quitte à aller les chercher ailleurs, en fait, très loin, pour baisser le coût du produit. Comment toi, tu vis les choses là, à ce moment-là? Parce que ça fait quand même 5 ans. Tu as travaillé dur aussi pour arriver là. Hein. Je pense que ça ne s'est pas fait tout seul. Est-ce que pas perdre espoir, mais est-ce que tu perds le moral? Est-ce que ça te met un peu un coup sur le moral, tout ça? Franchement, je ne suis pas du genre à perdre le moral. Je rebondis facilement. Et en fait, j'ai une adoration pour les études. Donc en fait, je savais très bien que je pouvais continuer. Du coup, je me suis dit, je reviens à l'université. C'est pas grave.
je reviens sur mes premiers amours, je fais un master recherche du coup, qui m'ouvre en fait la porte du doctorat. Donc j'arrive à Paris, j'étais à Lille, j'arrive à Paris, j'arrive pour le master recherche, nutrition santé, je fais le master et puis je postule pour une bourse pour faire un doctorat. J'arrive à avoir ma bourse, sachant que entre parenthèses, j'étais en concurrence avec des personnes qui sont pas du tout d'origine. Enfin, je devais être la seule d'ailleurs à être d'origine étrangère. Je me suis présentée au concours comme je suis habillée aujourd'hui et j'ai pu l'obtenir. Donc c'est un financement de 3 ans. Pendant 3 ans, en fait, je fais mon doctorat, je fais mes recherches, donc je travaille dans un domaine qui me passionne. Donc c'était de la nutrition, mais en même temps très axé biologie. Voilà, je travaille avec des petits rats, des petites souris, c'était très très passionnant. Donc entre deux, je me marie, j'ai mon premier enfant à Paris. Et du coup, mon doctorat se prolonge parce que, en fait, j'ai dû m'arrêter pour le congé maternité. Mon doctorat se prolonge encore d'1 an. Et au bout de cette année, en fait, on me recrute en fait au sein du même laboratoire en tant qu'ingénieur de recherche. Donc je continue sur la même lignée, je continue à travailler avec eux jusqu'au jour en fait où voilà, j'ai envie de faire un break. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, c'était des années de travail. Enfin, la thèse en soi, en fait, ça demande vraiment énormément d'engagement. C'est-à-dire, c'est un travail à plein temps, le soir, le week-end. Donc, moi, entre deux, j'ai eu le petit. Je me suis aussi séparée du papa. Donc, ce qui fait que, en fait, j'avais la charge de mon enfant, plus mon doctorat. Et puis, c'est pas un burn-out que j'ai fait, mais c'est vraiment une envie de souffler un petit peu, de prendre un petit peu de temps avant de repartir. Cette charge-là, elle est liée vraiment à ton activité et puis aussi également à ton rôle de maman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette charge de travail que tu avais? Quand on est en doctorat, c'est que ça soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, c'est une charge de travail énorme parce qu'en fait, il y a ça demande en fait un niveau d'engagement en général qui est très très important parce qu'il faut publier des articles pour pouvoir soutenir. Il faut avoir des résultats. En fait, c'est ton propre bébé. Donc, en gros, en fait, c'est comme je dis, j'avais 2 bébés en même temps. Donc, le premier, qui était en chair et en os à la maison, et le deuxième qui était dans ma tête, qu'il fallait, en fait, que j'avais pas encore accouché globalement de lui. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire les choses à fond. Et effectivement, ça m'est arrivé, pour te donner des exemples, de passer des nuits, de coucher le petit et d'aller retravailler. J'habitais juste à côté du laboratoire. Et puis le monde, il y a moi, ma façon de m'engager, mais le monde de la recherche aussi, c'est un monde, contrairement à ce qu'on peut croire, où il y a énormément de compétition. Enfin, la majorité des personnes qui sont dans ce monde-là sont là pas pour l'argent, mais c'est parce que c'est une passion. C'est des gens qui sont très très investis dans leur vie professionnelle. Donc ils n'ont pas cet équilibre-là que toi tu recherchais, un peu cet équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Là en plus de ça, tu sors de, ça fait peut-être 8 à 9 ans que tu es dans les études, arrivé au bout de 9 ans, tu as envie d'avoir un peu cette renommée, mais au final non, tu dois travailler encore 2 fois plus pour être considéré. Et toi, t'as pas envie justement de passer tout ton temps au travail, t'as pas envie de travailler tout le temps, tu perds un peu l'envie. T'es plus animé, t'es plus épanoui. C'est en voyant mon fils entrer à l'école que j'ai pris en fait cette claque et que je me suis dit mais en fait depuis qu'il a 2 mois il est à la crèche. Il serait peut-être temps de prendre un petit peu plus de temps avec lui. Il faisait de 8h, 18h depuis qu'il avait 2 mois. C'était pas adapté en fait. Je pouvais pas continuer sur ce rythme-là. Et du coup, tu bascules sur quoi? Alors, je bascule sur donc à la fin de mon contrat. Donc, on me propose de renouveler.
Et là, je dis non, j'ai besoin d'un petit peu de temps. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi, pour mon fils, pour repartir un petit peu plus longtemps, voir mes parents. Mais je me suis dit, je vais me laisser le temps, je vais me laisser quelques mois, 1 an maximum. J'avais décidé de mettre de l'argent de côté déjà depuis... je calculais en termes de salaire. Je me dis, j'ai 12 salaires, donc c'est bon, tout va bien. J'ai 1 an pour trouver ce qui me convient. Je me permets juste de rebondir parce que c'est intéressant. Tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que tu vas faire, mais à aucun moment tu culpabilises de dire j'ai pas trouvé encore ma voie. C'est pas de la culpabilité, mais c'est plus se dire est-ce que je fais le bon choix en fait. Mais je pense que c'est naturel de se dire est-ce qu'à ce moment-là je suis pas en train de suivre mon petit caprice, j'ai besoin de me reposer. Après, moi je pense que quand on arrive dans une situation comme ça, ce qu'il faut, c'est être responsable. C'est pour ça que je te parlais des salaires. C'est-à-dire, on peut très bien décider de changer, mais en même temps, quand on a des responsabilités, quand on a des personnes à charge, par exemple, ou quand on a nous-mêmes à charge, on ne va pas être à la charge de quelqu'un d'autre. Donc, je me suis arrêtée et en fait, j'ai rencontré mon mari actuel et en fait, les choses se sont enchaînées. Donc, même si moi, j'avais plusieurs scénarios possibles, il y a quand même des éléments qui viennent se greffer que tu n'as pas prévu et que, voilà, quelque part, tes scénarios aussi sont chamboulés avec ce qui se passe dans la vie personnelle. Donc, en fait, c'est juste au moment où je m'arrêtais, j'ai rencontré ma mari qui, lui, était de la région parisienne. Les choses se sont enchaînées sans que forcément en fait je puisse planifier à ce moment-là parce qu'il y a eu la première grossesse, très rapidement la deuxième aussi, et en fait je vivais ce que j'avais pas vécu avec mon premier, c'est-à-dire profiter d'un bébé, rester avec lui. Je voulais absolument que chacun d'eux il ait 1 an avec moi. Et même si j'étais comblée par cette vie personnelle, la stimulation intellectuelle en fait me manquait quand même énormément. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'est-ce que je ferais en fait, qu'est-ce que je ferais pour entre guillemets rentabiliser ce temps que je passe avec mes enfants, mais que je puisse en même temps faire quelque chose pour moi-même. Évidemment, donc comme je te disais, tout de suite les études sont revenues comme un petit serpent là, revenu dans ma tête. Et donc en fait, je me suis dit, en fait le top du top, c'est que je puisse trouver une formation qui puisse me permettre de m'installer à mon compte et que je puisse en fait gérer mon temps de travail, que je puisse en même temps pouvoir profiter de mes enfants, travailler quand je le souhaite. Et j'ai le luxe de pas que ça soit pas un travail, on va dire alimentaire, parce que mon mari travaille et puis voilà, je suis pas quelqu'un qui a énormément de besoins. Donc je me suis dit, je cherche quelque chose qui va là-dedans, et de fil en aiguille, la profession en fait qui s'approchait le plus de ce que j'avais comme bagage et qui était en même temps possible à exercer en libéral, c'était la profession de diététicienne nutritionniste. Donc du coup, c'est comme ça que le BTS est venu. Et en fait, entre 2 accouchements, entre 2 grossesses, je me suis inscrite au CNED en fait par correspondance. Donc j'ai pu m'inscrire directement en 2e année. C'est sur 2 ans, mais avec les études que j'ai vues avant, j'ai pu passer directement en 2e année. Et en fait, j'ai fait ça tranquillement entre 2 accouchements. Là, tu vois, ça paraît simple. Ça paraît simple, mais ce que tu me disais aussi, c'est que tu fais face à l'incompréhension de tes proches. Tu sors d'un doctorat, ça fait 9 ans, peut-être 10 ans, voire d'études. Tu travailles dur pour obtenir ce que tu avais à l'époque. Tu travailles dans une grande entreprise, dans des grandes entreprises. Tu as cette expérience-là professionnelle et tu fais face à l'incompréhension de tes proches. Tu reviens sur les bancs du lycée, bon, tu l'as fait à la maison. Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça ? Pour te dire la vérité, je l'ai pas dit comme ça en fait. J'ai pas dit aux gens que j'allais faire un BTS. Par exemple, mes parents, ma famille, je leur disais en fait, je vais faire un diplôme qui va me permettre de m'installer à mon compte. En fait, je le faisais passer comme ça, tranquille.
parce qu'en fait je l'assumais pas. Je me disais mais en fait déjà de leur dire que j'allais refaire un diplôme, c'était vraiment pas possible. Même ma grand-mère elle me disait mais t'as pas fini, tu vas faire comme ta tante, elle va encore faire de doctorat et ton oncle et tout ça. Pourquoi vous faites encore des études? Les gens ils gagnent de l'argent. Donc voilà. Donc en fait j'essayais vraiment de le faire passer comme si c'était quelque chose, juste une petite formation en plus pour pouvoir m'installer à mon compte. Donc ça plaisait bien, ça passait bien. T'installer à ton compte, avoir ton cabinet. Voilà, donc du coup, je le tournais un petit peu comme ça. C'est ce que je te disais, en fait, la vie, elle est faite d'étapes. Il faut accepter qu'à chaque étape, en fait, on puisse s'ajuster en fonction de nos contraintes, nos envies, des choses qui évoluent, en fait, dans notre vie. Et que rien n'est figé en fait. À un moment ou à un autre, on peut décider en fait. Il suffit d'avoir la volonté et la capacité en fait d'avancer dans ces projets. J'essaie de m'adapter au moment parce que j'ai besoin en fait de sentir cette tranquillité, cet apaisement d'équilibre. Tu cherches pas cette évolution en termes de carrière, tu cherches vraiment une évolution sur un cheminement de vie, un cheminement, on parle de cheminement professionnel pour trouver ton équilibre à toi et pas l'équilibre que la société cherche à nous imposer. Cette société un peu linéaire, carriériste où je vais à l'école, j'ai mon diplôme, ensuite grande entreprise, j'évolue, etc. Il faut accepter de se dire je peux revenir en arrière, et revenir en arrière ça ne veut pas dire régresser, ça veut dire simplement revenir en arrière peut-être pour retrouver un équilibre qui me correspond davantage. Après je pense que tout dépend de la personne, ce qu'elle recherche elle-même. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être à l'aise justement ils vont être à l'aise dans cette façon de travailler, de foncer, d'aller vers des carrières qui vont être justement linéaires, qui vont les emmener vers des salaires conséquents, un travail en fait très prenant. Moi, mon caractère en fait fait que je suis pas là-dedans. En fait, ce qui me fait du bien, c'est ce qui me correspond, c'est vraiment d'être aligné en fait avec mes besoins. Mais je pense aussi que c'est une question de maturité, parce qu'au bout d'un moment en fait quand on est jeune en fait on arrive à mettre de côté ces besoins-là d'équilibre, de paix intérieure, etc. Mais à partir d'un certain âge ça vous revient un petit peu à la figure et en fait on se dit non, si je veux être en accord avec mes besoins, mes capacités, ce que j'ai envie d'être, voilà les choix qui me correspondent. Et effectivement, ça correspond pas forcément à l'idée que, par exemple, un parent se fait de son enfant quand il l'envoie étudier à l'étranger, qu'il investit en lui et qu'il attend en fait un retour, pas pour le parent, mais un retour de fierté de voir l'enfant dans un niveau que lui en fait a imaginé. Okay. T'as un parcours aussi qui est hyper intéressant dans le sens où tu as une carrière de chercheur, une carrière de salarié, et là tu bascules à ton compte, tu es entrepreneur au final. Comment tu vis cette expérience-là? Et au final, si tu dois envisager la question pour d'autres personnes qui veulent se lancer à leur compte, quels sont les conseils que tu leur donnerais pour se lancer aussi à leur compte? Comment tu vis la chose, toi, de ton côté? Alors, se lancer à mon compte, en fait, c'était une évidence après le BTS, parce que c'est ce que je voulais faire. En fait, c'est vraiment avoir cette liberté de choisir en fait ses horaires, par exemple, cette liberté de choisir son lieu de travail. Franchement, en soi, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de compliqué. Avec le statut d'entrepreneur, qui est un statut hyper simple en fait à mettre en place en fait en France, ça demande 10 minutes, 20 minutes. En plus, il y a une aide en fait au début qui fait qu'en étant entrepreneur, en fait, globalement, on déclare ce qu'on gagne. Donc il n'y a pas forcément de charges énormes. Donc c'est un petit pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et puis si on gagne rien, on paie rien. Donc il y a quand même des facilités qui font que c'est un statut qui est très très simple à mettre en place. La difficulté est toujours un petit peu dans la société, comment la société en fait voit les choses et comment la société te questionne sur ton travail. C'est-à-dire que on s'installe en tant qu'entrepreneur.
les questions qu'on a de l'extérieur, c'est par exemple moi, où est-ce que tu en es, combien de personnes tu vois. La petite pression là que moi j'ai du mal en fait à accepter revient aussi de toute façon très rapidement. Donc pour moi le plus compliqué ça a été ça, de prendre la distance, d'accepter en fait que j'ai fait mes choix et que j'irai à mon rythme et que je travaillerai à mon rythme et de la façon dont je veux, parce que je me dis j'ai pas fait tout ça pour faire du chiffre de toute façon, hein, sinon je serais pas là. Et en fait voilà, surtout quand on se lance à son compte en fait, être un petit peu, écouter les conseils, mais aussi se recentrer sur soi-même, sur ses objectifs, sur ce qu'on veut faire de ce travail, sur son éthique, et en fait, pour chercher à s'épanouir en fait là-dedans, et de cet épanouissement viendra la réussite en fait, et non le contraire. Mais en tout cas, on te la souhaite, la réussite, je te la souhaite personnellement, et je suppose que là, ce qui est important dans tout ce cheminement, il y a aussi ta foi, ta spiritualité qui joue un rôle essentiel. Comment celle-ci aujourd'hui impacte ton travail? Comment elle impacte ton cheminement? Dans ce métier, je t'avoue que ça a un rôle central, parce que comme je te disais, c'est un métier de l'humain. Et c'est un métier en fait où les gens ils viennent te voir pour que tu les aides à mieux s'alimenter. Et souvent ça va être des personnes qui veulent perdre du poids. En libéral c'est la grande majorité par exemple, c'est des personnes qui veulent perdre du poids. Et en fait, la formation en fait qu'offre le BTS aujourd'hui en France, c'est une formation en fait qui va apprendre aux diététiciens nutritionnistes par exemple de calculer, de donner des conseils chiffrés, des pesées de quantité par exemple, des calculs de nutriments, de glucides, de protéines, de lipides, etc. Et en fait, moi je crois pas du tout à cette façon de faire. D'accord. Et ma foi, où est-ce qu'elle intervient là, c'est que je me dis en fait que où je choisis quelque part ce que je crois pas, c'est-à-dire proposer des régimes restrictifs, etc. Donc pour avoir par exemple du résultat à court terme, ou alors je suis m'aligner sur une démarche qui va être plus holistique, plus globale et qui va en fait apporter du bien-être à la personne sur le long terme. En fait, le choix il est entre ces deux-là. Tu vois. Et en fait, évidemment, j'ai choisi la voie qui me permet en fait d'être en accord avec moi-même, parce que je me dis que c'est une responsabilité, même si c'est pas la voie qui va attirer le maximum de monde et c'est pas la voie que tout le monde attend de voir. En fait, ma spiritualité, je la vois là-dedans, c'est-à-dire que je me dis, moi, en fait, quelque part, je mets l'intention d'accompagner la personne en fait selon ma façon. La façon en fait avec laquelle je suis convaincue, je mets mon intention, je me donne les moyens, parce que en fait je pars du principe qu'en étant musulmane en fait il faut que je mette mon intention, mais aussi que je me donne les moyens de faire les choses, que je vais pas rester là à demander en fait l'aide du ciel. Et par contre, le résultat ne dépend pas de moi. Et ça aussi en fait c'est la spiritualité qui me permet de me dire quelque part que le résultat de ce que je vais offrir à la personne, de ce que je vais lui donner comme conseil, de ce que je vais lui apporter, quelque part, c'est pas moi en fait qui va le décider. Et ça aide beaucoup parce que forcément, il y a des personnes avec lesquelles ça va marcher, d'autres non. Et en fait, c'est un métier dans lequel on a besoin du retour de l'autre, on a besoin de savoir que ça fonctionne, que ce qu'on apporte, en fait, ça fonctionne. Et des fois, on peut être très facilement déstabilisé si les personnes, en fait, ne sont pas satisfaits ou quoi. Et effectivement, de se dire, moi, je mets l'intention, je mets le moyen et le résultat, ça dépend pas de moi, ça dépend de la personne, ça dépend de l'environnement, ça dépend aussi du destin. En fait, ça m'aide beaucoup. On va terminer avec une dernière question. Tu fais partie du projet Sans Voix. Ce projet-là, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu peux nous évoquer ce que c'est pour toi justement? Franchement, c'est un groupe de personnes qui sont hyper intéressants, franchement, moi, je suis impressionnée par les parcours des uns et des autres et ça m'inspire en fait, rien que de voir en fait tous ces profils différents réunis.
Et moi, franchement, ça m'a déjà énormément apporté dans ma vision en fait de la communication, dans ma vision de la façon dont je présente en fait mon projet. Donc, ça m'apporte énormément. Et puis, j'espère que en fait pour les personnes qui sont dans ce projet-là, que ça puisse aboutir vraiment à des représentants en fait, à des personnes qui vont briller, qui pourront montrer en fait tout le potentiel que les musulmans ont et la qualité en fait de ce qu'ils font. Bon, en tout cas, merci beaucoup Najwa. Merci à toi. Je te souhaite de réussir. Merci. Et puis merci à toi. Merci beaucoup.